On parcourt la France profonde. Je sais de quoi je parle, j'en viens. En Bretagne, c'est comme vous, mais ils ne sont pas forcément à jeun. Voilà. Si vous avez des questions, des remarques, des critiques, voire des insultes, n'hésitez pas. On a dû se confronter à la naïveté lyonnaise bien connue. Ne vous méprenez pas sur les intentions de ce film. Bien sûr, il aborde des thèmes qui sont présents dans l'inconscient collectif, même très présents, c'est ce qu'on se rend compte depuis qu'on fait cette tournée. Et vous ne voulez pas faire un peu de politique, vous voulez juste raconter un film. Voilà, il y a un cinéaste qui est un vrai cinéaste politique, il y a un grand cinéaste qui s'appelle Ken Loach, que je vénère, et alors lui, il ose la vérité, il ose l'émotion, il ose la simplicité, et il dit qu'il veut provoquer l'indignation du spectateur. Moi, je considère que l'indignation est déjà là, et je cherche juste à vous en distraire. Voilà. Il y en a un des deux qui est plus petit bourgeois que l'autre, devinez lequel. Voilà. Alors malgré tout, ce roman de guerre, cette fable, je prends les deux définitions, est partie d'un documentaire très sérieux sur Robert Kennedy, que j'ai vu à l'époque du confinement, donc il y avait une vraie frustration citoyenne. Et je tombe sur ce documentaire sur Netflix, d'ailleurs j'ai pas été bien loin, de toute façon le cinéma était fermé. Et je tombe sur ce documentaire et ce personnage à la fois résigné et héroïque qui était absolument fascinant, notamment un discours à un moment donné qu'il fait dans un ghetto black, et il dit à la police, il leur apprend en direct, il vient de l'apprendre lui-même, la mort de Martin Luther King. Je crois qu'il n'y a pas une nouvelle plus terrible qu'on puisse annoncer à ces gens-là à ce moment-là. Et il sort des mots forcément improvisés, qui sont d'une conviction et d'une sincérité extraordinaire. Il en dit, voilà, notamment, il dit, on a tué votre frère, et le mien aussi, c'est un blanc qui l'a tué, donc c'est pas une question de couleur de peau, c'est juste que ce pays manque d'amour, etc. Puis après, il cite un poème d'Achille, des mémoires, enfin bref. Et la seule ville des États-Unis où il y a peu d'émeutes ce soir-là, c'est cette ville-là, donc c'est la preuve que quand il y a une parole politique, elle est puissante, convaincante, sincère, bah ouais, elle a de l'effet. Alors ma génération, on est un peu en déficit de cette parole, peut-être que les plus jeunes aussi, les vieux aussi, mais bon, c'est des vieux, on s'en fout. Et donc voilà, donc c'est comme ça qu'est né ce film, de cette histoire, on s'est dit ici, Robert Kennedy n'avait pas vraiment dit ce qu'il voulait faire, c'est totalement saugrenu comme idée, et ça débouche sur une enquête footballistique hautement improbable. Voilà. Voilà, je vous ai dit ce que je pouvais dire d'intelligent sur ce film, je compte sur vous pour des questions bêtes. Voilà. Il y a des micros qui circulent, voilà. Il y en a deux, voilà. Allez-y. Bonsoir, merci beaucoup pour le film. Justement, en tant que réalisateur et auteur, qu'est-ce qui vous pousse le plus à écrire des films et à réaliser? Je sais pas, j'exorcise mes angoisses, la peur de vivre, enfin c'est une vraie psychothérapie de faire des films, ça fait du bien tout simplement. Je trouve plus de réponses à mon questionnement existentiel dans les films que dans la réalité. Dans les films, les choses sont simples, il y a une cause, il y a un effet, il y a une cause, il y a un effet. Dans la vie, c'est beaucoup plus flou. Et très tôt dans l'existence, j'avais un refuge un peu comme un drogué dans les salles de cinéma. Il y a une cinéphagie qui est devenue cinéphilie, et puis avec le temps, on affine un petit peu son propos. Et voilà, et donc ça débouche sur ce genre de film. Voilà, ce n'est que ce genre de film. Mais c'est juste que ça fait du bien. Donc si vous voulez, les idées, elles sont partout dans le monde qu'on traverse. Et ma perplexité, bah, j'exprime dans des films, et des fois vous le partagez. Donc ça provoque un petit intérêt chez vous, et je vous en remercie infiniment. Voilà. J'ai fait 600 km, j'ai une question, c'est pas, j'ai pas remboursé mon essence encore. Un des deux. Parlez fort, on va répéter la question. Bonsoir, on s'était déjà vu à Montpellier. Infirmier. Surtout que ça fait 3 fois que je le vois. Mais il est toujours aussi super. Et je me posais une question. Donc. Le travail avec Christophe Julien. C'est le musicien. Oui, c'est ça. Le musicien, c'est extrêmement important. Donc déjà, je lui montre le scénario à l'écriture. Souvent, il commence à avoir des petits thèmes qui viennent. On a une grosse confrontation avec le monteur du film, c'est Christophe Pinel, qui est un très bon monteur avec un musico-cinéphile quasiment maniaque. Quand on lui parle d'un film, il connaît les compositeurs avant de connaître le réalisateur. Donc on confronte un peu le savoir de ces deux personnages. Et il vient travailler très tôt pendant le montage. Même des fois, il amène son clavier, son ordinateur dans la salle de montage. Et on fait un montage très long, on a fait 11 mois de montage, il vient régulièrement. Et dès qu'on coupe le montage et qu'on refait du film, il refait ses mesures, il fait ce qu'on appelle l'édit. C'est pour vous dire à quel point c'est très important pour voir la musique dans le film. J'ai une admiration semblante pour les Nino Morita, Fellini, les Morricone, Léon, sans comparer à ces gens-là, mais l'association image-musique sur ce type de films, qui sont des fables, est très importante. Ça m'aide à vous mentir un petit peu. Voilà. Merci beaucoup. En haut, oui, bonsoir. Ah, pardon, excusez-moi. Bonsoir, oui, j'ai une question. Alors déjà, je suis un grand fan de votre travail depuis quelques années, donc merci pour ce film. Et j'ai une question, c'est que sur vos 2 derniers films, donc Second Tour et Adieu les cons, j'ai l'impression que vous utilisez de plus en plus de décors, je vais dire des studios
studio, fond vert, etc. Bah, si vous avez l'impression, c'est qu'on est mal servi, donc normalement ça ne se voit pas. Mais je le dis humblement à chaque séance, effectivement, on travaille beaucoup en studio. Et je voulais savoir pourquoi ce changement de direction. C'est pas tellement changement de direction, c'est que j'ai plus de sous déjà, donc je peux le faire. Et si vous voulez, ce film narrativement est hautement improbable, mais émotionnellement, il est assez convaincant grâce à Cécile et Nicolas surtout. Et pour avoir la concentration au maximum des acteurs, j'aime bien être au studio, je ne suis pas dérangé par le bruit, ni par la météo, ni même par le temps, ni même de travailler la nuit, etc. Donc je peux maîtriser l'éclairage, et les acteurs sont tranquilles, ils peuvent travailler dans des scènes des fois qui sont encore une fois hautement improbables. Voilà, alors il y a des choses évidemment qui sont faites, le mec, vous doutez bien que c'est un mec à défense en 3D, il y a toujours un ornithologue dans la salle qui dit que fait un pillard dans les Cévennes, il est pas là c'est un pillard qui s'est échappé d'Amérique, il est là. Et donc si vous voulez, alors après je peux maîtriser la lumière, je peux maîtriser vraiment beaucoup le jeu des comédiens, et puis par exemple il y a des scènes comme le meeting, j'avais 300 figurants comme ici, et puis à l'image j'en ai 10 000, les parkings, il faut qu'il y ait 3 voitures en studio, puis après on fait des perspectives avec des caméras qui sont des caméras de vidéosurveillance, donc je peux vraiment maîtriser des décors. Ça serait compliqué de déplacer l'équipe, par exemple pour la scène de la fusillade, de déplacer toute l'équipe une nuit pour faire cette scène, c'est compliqué, alors qu'en une demi-journée je peux la faire. À la fois ça permet de maîtriser, filmiquement ce que j'essaie de raconter, et en plus c'est un vrai confort de travail. Et puis des fois, le fait de bosser avec des VFX, ça nous aide, notamment Nicolas Marié, qui est un acteur hautement original, mais sur ce coup-là, il l'a pas été, il y a eu le Covid, et quand on s'est retrouvé dans les Cévennes, Nicolas n'était pas là. Donc tout ce que vous avez vu dans les Cévennes, quand il filme le jour et tout, en fait c'est du studio qu'on a incrusté après, et le record a été fait par le VFX, qui s'appelle Cyril Fayol, avec qui je travaille depuis longtemps. Il y a une scène quand il y a un travelling arrière avec l'acteur israélien, qui s'appelle Yuri Gabriel, qui fait Tonton Léo, qui marche dans un gardon, il y a un échange de regards un peu du football dans ce moment-là. En fait, Nicolas n'était pas là, donc Léo regardait la paroi rocheuse, et Nicolas lui a rendu son regard sur un tapis roulant un mois après, sous fond vert. Alors, si vous n'avez pas vu, c'est qu'ils ont très bien travaillé. J'ai une petite question. J'ai vu le film il y a quelques mois lors d'une avant-première, et je me souviens de la scène avec Bouli Lanners Qui a changé. Qui a changé, et je voulais savoir si c'était à l'époque des projections de test. Non, c'est qu'en fait les perspectives. En fait, ce qui se passe avec on fait un étalonnage très précis avec un projecteur Xénon à Christie sur un écran blanc à 20 mètres. Voilà, ça c'est notre étalonnage. Et puis on arrive dans des salles, c'est un projecteur laser, c'est des écrans métalliques, c'est des barcodes, des de type de projecteur. L'écran des fois est à 40-50 mètres. Et donc j'ai plus les mêmes couleurs. Et tout d'un coup, des perspectives d'effets spéciaux souvent se voyaient. Donc tout d'un coup, on a cassé les perspectives de cette scène, c'est quand Bouli Lanners c'est l'entraîneur de foot. J'avais des montagnes derrière qui trahissaient effectivement notre fond vert, donc on a été chercher des gradins. Et on les a incrustés déjà, mais c'était pendant le tournage. Voilà, on a refait encore des choses, justement, quand j'ai vu ce qui résultait de nos efforts de colorimétrie, j'étais un peu déçu, donc j'ai cherché une ruse pour tout un algorithme parfait. Voilà. D'accord, merci. Mais de rien, monsieur l'a vu. Ça tombe bien, il m'amène un peu ma question. Je voulais d'abord vous remercier parce que vous avez fait un film drôle, surprenant et émouvant. Enfin, un film du Pontel comme on est. Et ma question, c'était, Thierry Frémaux nous rappelait tout à l'heure que vous aimiez bien faire des projections à travers la France, des avant-premières et tout. Et vous faites aussi des projets de test, je ne l'ai pas dit. Est-ce que, il y a moyen de savoir, globalement, qu'est-ce que vous avez bougé à la fin du montage après vos projets de test? On a fait 17 projections dites clandestines, carrément on donne des formulaires à gens tout. Le gros défaut de ce film, c'est sa gourmandise. Et donc en fait on cherche à être clair et à être relativement rapide. Que les gens n'aiment pas le film, c'est le risque qu'on prend, mais qu'on soit confus et lent, ça c'est une faute professionnelle. Donc on cherche vraiment à voir. Alors on avait commencé le film, première projection, il n'y avait pas de flashback par exemple. Le flashback, je faisais qu'on pouvait s'en passer. En fait, non, ça n'est pas passé du tout, parce que les gens ne comprenaient pas cette histoire roumaine, encore une fois très tarabiscotée. Il y avait le parcours du candidat était un banquier, et puis en fait ça ne collait pas comme il rentre en campagne. Donc on a refait le CV du candidat, c'est là on a découvert l'anecdote réelle, mais c'est venu ziziguer d'animal, et je connaissais pas cette anecdote. C'est mon monteur, c'est l'excellent de Marseille qui est venu faire ça dans la salle de montage avec un iPhone 13. Pour dire, on a vraiment fait ça. Et j'ai fait 4 idées, j'ai recommencé 4 fois des scènes. La scène où je parle à des complices, 3 fois je l'ai raté, donc j'ai fait plusieurs fois, c'était pas le ton qu'il fallait donner. La scène avec la maman à la fin, elle était beaucoup plus cruelle dans la version du scénario, et on s'en rendait bien compte que même les gens ne comprenaient pas sa cruauté. Donc là on a une maman qui craque à la fin, puis qui dit j'étais trop loin, un peu la boîte de Pandore, etc. Donc sur ce film, oui, ça nous a beaucoup aidé. Après, on fait souvent ça, par exemple, en voie là-haut, on avait fait des projections partout en province, et on avait, nous, un montage qui me paraissait cohérent, qui était à 2h05, et après toutes ces projections, le film est sorti, il faisait 1h52, parce que vraiment, on trouvait ça dans la salle, moi je me mets dans la salle, c'est éprouvant, hein, c'est qu'on ressent de là, on est en sueur, et on voit bien que, parce que je cherche que c'est mon film, il faut que ce soit aussi le vôtre, donc je cherche un centre de gravité entre les deux, voilà.
c'est le montage. Le montage en change. Il y a des scènes qui étaient filmées, tournées, qu'on a virées, on se rendait compte qu'elles ne servaient à rien. C'est toute une salle. Les Américains font ça très fréquemment. Moi, j'ai lu une biographie du monteur de Star Wars qui s'appelle Hirsch, que je vous recommande, qui est passionnant. Et il raconte le nombre de screening tests qu'ils font. Alors, eux, souvent, c'est à des visées commerciales, et nous, c'est à des visées de compréhension. Voilà. Je l'avoue humblement, on n'est pas tellement sûr de nous. Voilà. Puisqu'on a le moins raté. Voilà. Allez, monsieur, parlez fort. Bonsoir, merci pour ce film fabuleux, comme d'habitude. Une question, ce qui m'a impressionné, c'est la symétrie avec Adieu les cons, la fin. Ah, merci beaucoup. Pardon. Oui, la symétrie avec Adieu les cons, c'est la fin où finalement le personnage accomplit son destin en mourant, quoi, et on a l'impression presque que c'est une fin heureuse. J'aimerais que vous me disiez comment. En fait, il y a une phrase de Ravel que j'aime bien, c'est il n'y a pas de grandeur sans tristesse. Déjà, donc ça donne une sorte de grandeur au personnage. Si je fais du Lécon qui n'a pas cette fin-là, c'est une sorte de vaudeville social qui est un peu moins fort. Donc c'est bien qu'il y ait un destin tragique. Et là, sur ce film-là, s'inspirant de Robert Kennedy, je crois savoir si c'est pas très bien terminé. Donc on était un peu tenu par rapport à ça. D'ailleurs, il paraît que c'est son garde du corps qui l'aurait tué d'après les enquêtes récentes. Et puis il y a quand même cet espoir avec ce grand naïf. Ce qui était intéressant dans les deux jumeaux, c'est qu'il y en avait un qui a été éduqué, qui est devenu une bête de compétition sociale, et l'autre qui a été aimé, parce que Tonton Lord, c'est une grosse brute, mais il l'a mis dans un endroit essentiel pour lui, à savoir la nature, d'après Jung. Et il est plus équilibré, même s'il est dyslexique, même s'il est décalé, il est plus équilibré par rapport au monde qui arrive. C'était ça l'idée qui nous intéressait dans du tout, c'est des jumeaux. Donc effectivement, il y a la mort d'un personnage un peu récurrent, et on a pu en voir là-haut. Ne croyez pas que ce soit quelque chose d'impossible, mais c'est juste que c'est des fins qui sont intéressantes. Et puis derrière, il y a ce petit espoir avec je ne sais pas si vous avez certainement vu Being There de Al Ashby, c'est un film qui m'a beaucoup marqué. Et voilà, il y a ce côté positif sur le personnage, même décalé. Une phrase de Suran qui dit les décalés sont des gens intéressants parce qu'ils, d'une certaine façon, ils prédisent l'avenir. Voilà. Donc, il y a plein de références sérieuses dans ce film. Oui, bonjour. Oui, j'ai bien aimé le clin d'œil sur la malle de transport avec certains Carlos. C'est qu'on est traiteur. Il y a deux personnes qui voient le gag. Merci. Je ne regrette pas d'être venu à Lyon. Personne ne rigole à cette blague. Je crois qu'elle est irrésistible. C'était inopiné ou... Non, c'était libéré. J'avais appris qu'il s'était évadé dans un caisson dans un gros caisson dans lequel il y avait des violons. Donc on a fait bon traiteur. C'est l'évocation. Mais tout le monde ne connaît pas forcément cette anecdote. C'est quelqu'un n'a pas compris encore des choses. Tu vois, à Lyon, c'est un peu compliqué. On a un bateau local que tu ne comprendras pas. Ouais. Certainement des choses que je n'ai pas compris. Moi, je vous remercie d'avoir cité Ken Loach, c'est énorme. Moi, je vous compare même à Chaplin. Ken Loach aussi. C'est mon frère. Albert. Je ne voulais pas vous mettre à la politique et nous sauver. J'avais déjà tout dit, je crois. Pour quelques films, Madame Sartre. Je suis un mauvais citoyen, moi j'ai jamais voté, donc vraiment il y a mieux comme citoyen. En plus, moi je sais faire des films, donc voilà. Alors, si vous prenez la référence de Chaplin, il a osé faire Les Dictateurs, film les puissants d'Hollywood lui décomandaient de faire, parce qu'ils avaient peur de perdre les territoires allemands. Et puis ça n'a rien changé, malheureusement, la tragédie a quand même eu lieu. Donc voilà, c'est le rôle des petits gars comme moi et des grands gars comme Chaplin, c'est de commenter à leur façon le monde qu'ils traversent. Mais il n'y a aucune réalité par rapport à ça. Donc moi, président, vous seriez hyper déçu. C'est la dictature absolue. Non, mais c'est des métaphores. Si ces thèmes-là abordés vous touchent et le traitement dont on a fait vous a amusé, on est au summum de l'ambition. J'ai pas d'autre. Ne prenez pas ça au sérieux, même si vraiment on le fait sérieusement, mais c'est pas très sérieux. Puis j'ai beaucoup de choses avec les acteurs, d'ailleurs, c'est eux qui vendent beaucoup l'histoire. Alors Nicolas avait un problème sur ce film, c'est qu'il n'aimait pas le foot. Alors, il m'a dit le foot, c'est de l'euthanasie populaire. Ce qu'on veut dire, c'est un rejet. Cécile a rajouté, c'est comme la chasse, vous voyez, et tous les deux écrivent un projet de loi comme qu'on aura le droit de chasser des footballeurs. Donc, tout ça pour vous dire qu'ils se sont bien entendus tous les deux, ça me donne mal. Le seul souci que j'avais, c'était que pendant que je travaillais, des fois, j'entendais les fous rires en coulisses, donc ça me frustrait beaucoup. Et la scène de la poubelle, il y a un petit peu de temps à se laisser du calme tous les deux quand on s'est regardé. Voilà. Le film a été fait dans cette humeur-là. Voilà. Donc encore une fois, on n'a pas voulu être sérieux. Ken Loach, lui, fait des films magnifiques, des films très sérieux. Voilà. Il y a des cinéastes, il y a des guignols. Oui. Super film, vraiment magnifique. Je trouve que
ça atteint vraiment Adieu les cons, c'était super beau. Et je trouve qu'en même temps, ça fait un petit peu comme une suite d'Adieu les cons, même au niveau du personnage, de l'histoire. Est-ce qu'il y a moyen peut-être d'une petite trilogie quand même dedans un peu? Non, le prochain va s'appeler Il faut brûler maman. Donc on va vraiment... Je voudrais faire une comédie de meurtre dans un salon mortuaire, ce qui n'est pas a priori l'endroit où on se marre. Et j'aimerais bien essayer de faire un règlement de compte familial autour d'un décès. Et voilà, mais non, après, malgré tout, on croit toujours qu'on va faire un film différent, puis on fait toujours le même. Moi, c'est depuis Bernie, c'est des parents qui courent après les enfants, ou les enfants après les parents, donc c'est des thèmes qui me préoccupent, sans aucune raison personnelle. D'ailleurs, mon père, quand il a vu Bernie, m'a dit « Qu'est-ce que je t'ai fait ?» C'est vrai, c'est des thèmes qui me préoccupent profondément, d'ailleurs. Et donc voilà, je vais certainement retomber encore sur l'histoire d'enfance, mais le décorum sera pour le coup très différent. Voilà, et en même temps, je voulais savoir aussi un autre truc, parce que sur Adieu les cons, quand vous étiez venu, vous aviez déclaré qu'il y avait eu une deuxième fin. Oui, est-ce que sur celui-là aussi... Non, celui-là c'était prévu. Sur Adieu, c'est vrai que je suis tombé en empathie avec les personnages, et les acteurs aussi, mais avec les personnages. Et tout au long du film, j'ai cherché désespérément à faire une autre fin que celle qui a été écrite, à savoir cette fin romanesque et à la fois terrible. Et donc on est parti finir dans la lycée Vallée, partir dans la Drôme, après il s'est sauté la Défense. Donc on a tourné plein de scènes comme ça. Et au montage, en 3 jours, c'était évident que c'était cette fin-là qu'il fallait faire, qu'il fallait fonctionner. Le contenu, votre récit, vous avez une logique que vous devez respecter, mais que vous pouvez perdre quand vous faites le film. Donc cette fin sur Adieu les cons, c'est vraiment imposé très rapidement. Et là, c'était pareil. Je voulais vraiment qu'à la fin, il y en a un qui s'en sorte, l'autre qui va un petit peu au sacrifice, et que celui qui s'en sort, c'est le Peter Sellers de Pénisère. C'est un grand naïf, mais qui porte encore une fois des choses essentielles en lui. C'était ça l'idée. Voilà. En tout cas, juste merci. Bon, de rien. Allez-y, madame. Elle dit c'est super votre film, j'adore, c'est génial. Un micro. J'ai beaucoup aimé votre film, évidemment. Mais à la masterclass, vous aviez parlé de ce film, vous l'aviez annoncé. Oui. Et est-ce que vous aviez déjà choisi les acteurs à cette époque-là? Et comment vous faites, justement, quand vous écrivez J'ai fait un scénario, c'est plus laborieux. Après, je pensais qu'avec Nicolas sur ce film, je ne voulais pas jouer une nouvelle fois dans le film. J'avais trouvé un acteur formidable, plus jeune, je voulais dire plus jeune, mais il était probablement 1 an. Un autre qui était bien aussi, qui était moins connu, j'avais un peu moins de financement. Et puis quelques stars du cinéma français qui m'ont dit nous on est prêts à faire des essais, ce que je pensais beaucoup paraissait. Mais je connaissais leur planning et je savais qu'ils ne seraient pas dispo pour les fameuses répétitions, parce que Nicolas et Cécile, pendant 2 mois, sont tous les matins répétés avec moi. Et puis Cécile est issue d'une série d'essais. Et Alain Hanel, je sais, c'est vraiment une actrice qui me plaisait beaucoup. Je tournais autour professionnellement s'entend depuis un moment. Et voilà, je savais qu'elle avait en elle ce côté un peu écolo, militante, un peu refoulée, qu'elle cache publiquement derrière sa sincérité, son humilité. Elle a un grand égo d'artiste, elle n'a pas d'égo de vedette, il y a une vraie différence. Et donc, on a fait des essais, et puis elle était vraiment épatante, elle a fait 3 séries d'essais. C'est la scène avec la mère dès le départ, rien que la lecture, elle était épatante. Et petit à petit, je l'ai vu pendant les répétitions devenir arrogante, pleine d'humour, insolente, grossière à volonté, et elle s'amusait beaucoup. Et sur le plateau, c'était encore mieux, et elle m'a dit, tu sais, le plateau, c'est la récompense. Voilà. Donc j'étais en admiration de ces 2 acteurs. Et après, les autres, c'est vrai que Huchamp, qui fait Monsieur Robert, j'y pense. Il y avait Philippe Duquesne qui fait À cœur Lyon. Il y a Boulaniers, qui fait Entraîneur de foot. Gaston Dreyfus qui fait Militaire du Feu. C'est vraiment des acteurs auxquels je tiens. Mais ne croyez pas que je suis une ONG, hein, c'est vraiment des bons acteurs. J'ai de très bons copains aussi, mais ils ne seront jamais dans mes films, ce ne sont pas des très bons acteurs. Voilà. Donc, on en parle très librement. Mais eux, c'est de très bons acteurs. Et je sais vraiment que et puis j'ai des découvertes. Il y a la maman, Catherine Chaudal-Carian, qui est la femme de Simone Carian, qui est une grande tragédienne. Et puis il y avait également cette fille qui fait la DRH, Magali Bonin, avec sa voix de fumeuse comme ça, au casting. J'ai trouvé ça. Et puis aussi les 2 filles du Mossad, c'était 2 cascadeuses. Il y en a une qui a la blonde très claire, qui est une vraie bagarreuse de MMA, un peu effrayante. Et l'autre, alors le vrai héros de cette scène, c'est Abdé, c'est le gars le pseudo-terroriste, qui est un double champion du monde de kickboxing et qui est un colosse. Et ils se sont entraînés pendant des semaines pour faire ça. Et je sais que le jour où on a tourné, vous avez vu ça il y a quelques secondes, on a passé la journée à faire ça. Et à la pause déjeuner, il m'a dit j'en peux plus, la fille qui me saute dessus. Donc voilà, donc tout ce petit monde, c'est choisi soigneusement. Quand on les a repérés, on travaille beaucoup avec eux. C'est une façon de se connaître. Et puis voilà, puis après, on fait le film. Voilà. Et deuxième petite question, est-ce que les studios vous imposent des acteurs en disant bon bah voilà, vous avez tant d'argent, maintenant nous on veut vous imposer des acteurs. Alors, est-ce que vous il y a des gens qui vont répondre. Il y a la productrice du film qui est là, qui va se lever. Elle est où la productrice du film? Voilà, c'est la qui est là. Et à côté, il y a M. Pathé qui va répondre aussi. Ils vont se justifier. Donnez un micro. Donnez le micro, s'il vous plaît, à
n'a pas pris garde avant, voilà, il faut répondre. Alors, est-ce qu'on subit de la pression, Catherine? Bonsoir. Non, pas du tout. Elle a fait tout ça pour vous dire non. Pas à ce niveau-là, tout simplement parce que, avant tout, heureusement, les partenaires lisent le scénario et jugent sur la qualité du scénario, et également sur les précédents films du réalisateur. Donc il y a un effet très favorable du fait qu'il a bien réussi ses précédents films. Voilà. Alors, ardemment, s'il te plaît. Ardemment, Monsieur Pathé, bien parlé. Les très timide, c'est Monsieur Pathé. Est-ce que tu nous as mis une quelconque pression sur le casting? Énorme. Non, aucune pression, évidemment, parce qu'on était tout d'abord très heureux et fiers que Albert et Catherine viennent nous voir pour qu'on puisse distribuer ce film. Et c'est avant tout le scénario qui nous a émerveillés, et le travail d'Albert depuis tant d'années, et tous ses films. Donc on avait une confiance absolue en Albert et Catherine. On est très copains jusqu'à la semaine prochaine. La semaine prochaine, le film il sort, ça va être plus compliqué. Alors, merci Albert. Merci de votre confiance, en tout cas. Voilà. Regarde, pour l'instant, on s'entend bien. Oui. J'ai pas réussi à répéter la question. Code de popularité, je ne suis pas forcément un fanatique de ça. Moi, je fais un film tous les 3 ans, on ne peut pas dire que je vous saoule. Voilà, non, moi là, je prépare un autre film que j'ai évoqué, j'aime bien être chez moi, préparer un petit film, et dans 3 ans, s'il y a des survivants, je vais vous montrer comment ça va. Voilà, mais la code de popularité, si vous êtes venu parce que vous êtes intéressé par mes films, si vous n'avez pas été déçu, c'est déjà un premier pas. Voilà. C'est juste une petite référence à sa question dans le film. À sa question, à quelle question? Je ne me rappelle plus. Je n'ai pas vu ce truc. Au restaurant avec un très bon restaurant. Une fois, 2 fois, 3 fois. Bon, là-haut, oui. C'est encore moi. Je reviens sur la question sur les acteurs. Donc, vous avez vos collaborations habituelles avec Nicolas Marié, Willy Landers, celui qui joue le maire dans Au revoir là-haut. Et là, récemment, donc, vous avez avec Cécile de France, Virginie Fira, etc. Est-ce qu'il y a un acteur que vous aimeriez diriger, que ce soit un jeune acteur, que ce soit... Alors moi, il y en a, j'aimerais bien diriger, mais le problème c'est qu'il est mort, c'est Michel Simon. Moi, je me rappelle, c'est un acteur pour le génie. Je ne sais pas si vous connaissez forcément La Chienne, Boudu, enfin, c'est vraiment un acteur de modernité. Alors, il y a un film intéressant, c'est La beauté du diable avec Gérard Philippe. Le style Gérard Philippe, un peu chantant, un peu romantique, un peu disparu des années 50, alors que celui de Michel Simon est d'une modernité incroyable. Alors je dis ça à moitié en plaisantant, parce qu'il semblerait aujourd'hui, avec le fameux l'intelligence artificielle, qu'il puisse refaire des acteurs, et que certaines personnes, des acteurs assez âgés, donnent déjà des accords ou pas sur le fait qu'on puisse continuer à les faire vivre artificiellement dans un film. Par contre, voilà. Donc c'est pas exclu que je puisse faire un film avec Gabin, Ventura, Michel Simon, on va faire les acteurs vivants, mais ça peut être intéressant. Voilà. Mais non, il y a des tas d'acteurs qui sont vraiment excellents, je trouve, en France. Idem pour des actrices. Mais il faut juste trouver la... Vous savez, un casting, c'est comme des musiciens qui rentrent et puis ils n'ont pas forcément l'instrument que vous cherchez. Quelqu'un qui a un très bon joueur de saxophone, une guitare, machin, et tout d'un coup, c'est le triangle, c'est le triangle qu'il me faut. Donc quand je rencontre les gens, c'est tous les acteurs avec qui j'ai envie de travailler. Mais des fois, c'est pas la note exactement que je cherche. Et Cécile, petit à petit, en quelques essais, tout d'un coup, dit la note, elle l'avait. Je l'ai vu dans un film de Mademoiselle de la Jonquière, elle était formidable. Il y avait à un moment donné dans une diligence, elle était pleine de morgue, elle était pleine d'insolence, de dureté, elle était parfaite pour mon épaule. Voilà. C'est très important. Le scénario des acteurs, c'est très important, enfin, pour ce que je fais. Voilà. Vas-y, Jeanne. Ça, je ne savais pas, ça. J'ai un gamin qui est jeune comme vous, et donc il m'a dit, Palmachot, c'est lui Alizan qui m'a dit, il faut vraiment que tu vois ça, ils sont très marrants. Donc il y a David Marcel, puis Grégoire également, et David de Radio du Con.
Et puis voilà, j'ai des rumeurs, là, qui fait donc le présentateur, c'est l'improvisation, hein, ce qu'il fait sur les startups économiques américaines, ça il est très marrant, mais qui faisait marrer, qui a côté un acteur avec Joël Dionnet, ils sont vraiment improvisés, ils sont beaucoup amusés. Voilà, donc ça revient, du coup on me dit regarde, donc je regarde, il faisait un truc qui s'appelait Prout, rigolo, je sais qu'il prépare un film, c'est un titre très brillant, etc. Ah mais tout va bien. Ouais, j'aurais pas dit non, mais il m'a dit, ah non, tu vois, c'est le pays de la nourriture, c'est la bonne vie. Voilà, avant qu'on m'amène des compresses et une perfusion. Dernière question, une fois, deux fois, trois fois, oui. Pardon. Merci beaucoup pour ce film, et en particulier merci parce qu'il n'a pas duré 3 heures. J'ai vu un formidable de Tony Moore à 3 heures, je me suis tombé une seconde. Mais bon, ça permet de faire une petite pause pendant cette semaine où il y a beaucoup de films. Vous avez dit tout à l'heure que vous aviez plus de budget sur vos films, et en même temps, celui-ci, on n'a pas l'impression qu'il nous demande quelque chose, et au contraire, même il est plutôt engagé. Est-ce que vous avez pu avancer masqué? Non, mais je ne suis pas masqué. En fait, tant que les investisseurs, tant que les films rapportent des sous, ils sont assez pragmatiques. Ils disent, bon, bah, tant que je ne dis pas personnellement du mal d'eux, ils s'en foutent un peu. C'est intéressant parce que dans l'histoire de France, il y a un personnage qui est avancé masqué, c'est De Gaulle. De Gaulle, quand il dit, je vous ai compris, il a compris quoi? Que l'Algérie serait plus française. Et donc, il trahit les gens qui sont en train de le mettre au pouvoir. Et puis après, ils ont cherché à le tuer, je crois, pendant plusieurs années. Donc, voilà, ça, c'est la référence citoyenne. À titre personnel, franchement, je ne suis pas embêté. Je serais plus embêté si les films ne marchaient pas, ou si vraiment je pointais du doigt personnellement quelqu'un, j'aurais des soucis, mais c'est pas mon intention. Donc pour l'instant, je reste relativement sincère. Mais vous voyez, Netflix, on a été sollicité, moi ça ne me dérange pas de faire un truc pour Netflix. Mais pour l'instant, le grand écran, pas de présence dans la salle, c'est vraiment un truc que je trouve hyper agréable. Si un jour c'est plus possible, je ferai quand même des films dans un format plus petit. Voilà. Alors, scène préférée, c'est celle avec Cécile quand elle crache le morceau et qu'elle termine en disant lui c'est tonton. Elle a été formidable, elle est complètement émue, en même temps elle est agressive, etc. C'est vraiment un travail d'actrice. Je l'ai vu faire cette scène à plusieurs reprises, elle est absolument parfaite. Nicolas, quand il fait du foot, ça me fait rigoler aussi. Vraiment pas de foot, c'est sincère. Il fait des efforts, des esprits pour s'appliquer, c'est même infligé de regarder des matchs de foot. Et après, il y a des plans sur rigolo, il y a un petit travelling arrière dans la voiture au début. Ça a l'air de rien, mais c'est juste impossible de faire travelling arrière. Donc la voiture, elle est posée dans le studio. On fait tourner des tournettes avec un garage sodium, on a le sentiment qu'elle avance. On va filmer des rues de Paris qu'on incruste après de nuit, on fait croire que la voiture défile. Je ramène la caméra, c'est pas la même voiture, c'est un break pour qu'on puisse rentrer la grue, qui est avec une planche. On met la caméra tout près du rétroviseur sur lequel on a un fond vert, sinon il y a toute l'équipe au grand complet. Je recule comme les députés de Gênes et on les retire, on les fait en 3D. Et après, je filme Yuri Gabriel, l'acteur israélien, et je réincruste son visage dans le rétroviseur. Donc dès le départ, c'est un petit plan tout bête, mais dès le départ, je pose le code d'une grammaire, d'une fable. Je parle de Cano, je vénère encore une fois ce cinéaste. Il n'a pas besoin de faire ça pour raconter ce qu'il fait. Moi, pour raconter ces histoires improbables, j'ai plutôt intérêt à passer par ce genre de grammaire. C'est pour ça que j'aime beaucoup aussi les frères Cohen, Terry Gilliam, etc. J'attends la réflexion de Maître Terry dans quelques semaines à Londres, mais voilà, on va voir ce qu'il en pense. Mais le contenu génère la forme. Donc, ce contenu génère cette forme-là. Le jour où je ferai des films plus simples, j'irai chercher une super 16 des frappes à la caméra. Voilà. Alors s'il y a plus de questions, une fois, deux fois, trois fois. Ah, encore une fois. Juste par rapport au thème du film, est-ce que vous avez une sensibilité écologique particulière? Sensibilité écologique, non, mais une éco-anxiété très forte. Mais forcément, vous voyez, je suis en t-shirt au mois d'octobre, en général, vous voyez, donc non, moi, je suis comme vous, je ne comprends pas deux choses. Moi, j'étais il y a 35 ans étudiant en médecine. Déjà, les profs comprenaient et des virus et des réchauffements climatiques. Donc, je pense que les dirigeants ont dû sauter quelques classes parce qu'ils n'ont pas eu ces infos. Et c'est surtout devant la psyché mondiale qui est toujours orientée dans ce consumérisme frénétique qui, objectivement, ne peut que faire fondre la planète. Tant que les gens se préoccuperont du PIB, de l'indice de croissance, je crois qu'on sera sur une mauvaise route. Voilà, c'est tout. Donc oui, je suis anxieux, j'ai surtout pour les enfants. J'ai des enfants, voilà, quel avenir va arriver, etc. Donc le petit point avec l'aigle, c'est inconsciemment, ces gens sont en train de défendre cet environnement. Et quand Cécile lit le programme sur l'iPad, elle est environnée délibérément d'une chouette, d'une grenouille, même d'un papillon. C'est ça qui lui de passer d'un candidat à l'autre. Voilà, donc oui, les références, elles sont là, mais je peux faire que ça, donc les références aussi. Mais je peux pas baisser le chauffage. Voilà. J'aimerais bien. Je voulais savoir comment vous avez choisi l'affiche. Alors l'affiche du film, c'est Le Rond du Froid, qui est une plus
grand affichiste français à mes yeux. C'est lui qui avait fait Amélie Poulain, c'est lui qui avait fait Le Grand Bleu, Nikita, c'est lui qui a fait The Artist, des milliers de films. Voilà. Et donc en fait c'est Laurent qui depuis le début a ce thème rouge-blanc. Il avait déjà commencé sur 9 mois, il a récidivé sur Adieu. Et là il a fait l'affiche également d'Au revoir là-haut, qui est vraiment très jolie. Et puis voilà, il a repris cette affiche-là et elle sort depuis quelques jours un peu partout. Elle est assez flashy, je trouve qu'elle fonctionne assez bien. Voilà, donc c'est Laurent Lefroy, grand affichiste. Voilà. Alors avant que les gens s'en aillent, je sais très bien pour les surnoms s'ils ont peur. Je voulais juste vous dire qu'en tapotant sur internet, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de Lyonnais qui se barraient à cause du réchauffement climatique, justement, qui partent en Bretagne. Et en Bretagne, d'abord, on dit, bah, qu'est-ce que c'est que ces Lyonnais qui viennent bouffer nos crêpes? Donc ça tombe bien, puisque tu passes à Lyon, demande l'argent. Voilà. En fait, il y a quelques mois, en faisant ce que je suis en train de faire, j'étais en Normandie, j'ai retrouvé une dame, je pensais qu'elle était plus de ce monde. C'est la dame qui s'est occupée de moi quand j'étais petit, donc c'était il y a un moment. Et c'est une dame qui, toute sa vie, s'est occupée des enfants, de tous les enfants. Donc j'ai bénéficié de sa générosité. Avec le temps, elle est devenue aveugle, et malgré tout, elle continue à décliner son altruisme pédagogique, en quelque sorte, à tous les mômes aveugles. Et le conseil de Normandie leur a coupé les subventions qui sont de l'ordre de 80 000 € par an, c'est une demi-heure de salaire de Mbappé. Et voilà, donc il y a un petit QR code, ma foi, à votre bon cœur, messieurs, dames. Voilà, je vous laisse avec votre conscience et vos iPhones. Merci beaucoup.